Il y a beaucoup de gens qui parlent du sens qu'on peut donner à notre existence, c'est la question existentielle. Et nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de projet, de sens. Nous avons besoin de créer, nous avons besoin de nous projeter, de construire et d'être dans un état où on ne peut pas se projeter. Ça peut vraiment créer de forts troubles psychiques. Parce que AVS avec Philippe Robichon. À votre santé, ça peut être à votre survie ce matin. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Mon invité s'appelle Isabelle Benassouli. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne et thérapeute psychocorporelle et vous avez coécrit le petit guide de survie psychologique en temps de crise sanitaire et c'est chez First Édition. À noter que depuis le premier confinement, les psys sont restés sur le pont et ont continué à consulter normalement. Hein. Oui, même plus que jamais. Donc moi, j'étais pas sûre que mes patients me recontacteraient. Donc il y a eu un petit moment de choc, un petit moment de sidération. Et puis les patients ont commencé à reprendre contact et en fait, on a encore plus travaillé, Ariane et moi, que d'habitude. Mmh. Et puis, Est-ce que vous avez, depuis justement ce premier confinement, été confronté à des angoisses que vous n'aviez pas, que vous ne connaissiez pas, avec une nouvelle forme d'angoisse ? Je dirais que l'isolement social, ça a été une nouvelle donne. Pas que ça n'existait pas auparavant. Mmh. Et il y a des gens qui ont une vie sociale plus ou moins fournie. Mais là, l'isolement social forcé, pour de multiples raisons, professionnellement parlant, le fait de ne pas aller sur son lieu de travail, le fait de ne pas pouvoir voir ses amis comme usuellement, de se rejoindre, ça n'a pas complètement été efficient tout de suite, j'ai envie de dire, si je peux dire efficient, c'est que ça a commencé à faire son trou, ça a commencé à faire son œuvre au fur et à mesure. C'est-à-dire que le premier confinement, c'était un état de choc, de sidération, de temps suspendu. Alors, expliquez ce que c'est qu'un état de sidération. Un état de sidération, c'est le fait que quelque chose fasse effraction dans votre psychisme, comme par exemple la nouvelle que tout d'un coup, vous ne pouvez plus sortir de chez vous, vous ne pouvez plus aller travailler, que votre enfant ne va plus aller à l'école et que c'est vous qui allez faire la scolarité à la maison. Et c'est en fait un état de choc qui fait effraction dans votre psychisme et c'est ce qui va créer parfois un traumatisme parce que ça va vous figer, voilà. C'est un état de figement, c'est un état d'immobilité. Et comme cet état d'immobilité psychique a été doublé d'un état d'immobilité physique, comme je l'ai dit juste avant, au premier confinement, on a pris le choc dans la tête. Voilà. C'est au fur et à mesure des mois, je veux dire, à partir de la rentrée. Donc c'était l'état de choc. C'est l'état de choc. Donc qui nous a laissé sidérer. C'est ça, le temps suspendu. Et donc là, les gens n'en parlaient pas comme ils en parlent aujourd'hui. Ils étaient, ils vivaient leur nouvelle situation à la maison, avec leur conjoint ou pas. Et puis voilà, avec cette coupure sociale. Mmh. Je dirais que là aujourd'hui, on commence à avoir des ondes de choc beaucoup plus importantes que ce qu'on a vu déjà au mois de mars-avril. Mmh. Lors du dernier confinement en France, 20% des Français avaient des idées suicidaires. Vous, comment est-ce que vous interprétez cette situation ? Écoutez, il y a beaucoup de gens qui parlent du sens qu'on peut donner à notre existence. C'est la question existentielle. Et nous, les êtres humains, nous sommes des êtres de projet, de sens. Nous avons besoin de créer, nous avons besoin de nous projeter, nous avons besoin de construire et d'être dans un état où on ne peut pas se projeter, parce qu'on ne peut pas avoir de temps de construction de nos projets. Ça peut vraiment créer de forts troubles psychiques. Parce que ça vient se mettre en blocage avec notre désir, avec notre élan de vie. Et nous sommes faits de cet élan de vie. Voilà, c'est la vitalité. L'élan vital. Élan vital, voilà. C'est ce qui nous nourrit. C'est très important de pouvoir faire des projets. Nous sommes projets, en fait. Nous sommes projets et nous sommes liens. Et ce sont deux choses qui ont été mises en stand-by très, très, très fortement. Même si vous expliquez dans votre petit guide de survie psychologique, c'est qu'il n'est pas interdit de faire des projets aujourd'hui. Exactement. Donc ça, il faut expliquer aux gens. C'est pas subitement. Il faut s'arrêter de rêver et il faut arrêter de se projeter.
Voilà, donc on en a parlé un petit peu avant, il y a quand même les histoires de survie financière et économique, donc ça je voudrais quand même faire un petit point. Moi je suis psychologue, je ne fais pas ni de politique ni d'économie, mais quand même je vois des patients qui ne peuvent en réalité plus payer leur consultation parce qu'ils se demandent comment ils vont se débrouiller à la fin du mois. Donc voilà, je tiens à dire que la condition de survie financière, nous la prenons en compte. Parce qu'en fait... Là, c'est back to réalité, c'est la crise aujourd'hui, et finalement, c'est des gens qui demandent comment ils vont manger tous les jours. Ah oui, là, on en est là. Donc voilà, par exemple, j'ai une patiente qui m'a raconté qu'elle était vraiment au bord du gouffre, et puis un petit miracle, elle a commencé à faire des masques, et puis les gens lui ont demandé de plus en plus, enfin comme dans les films américains. Voilà, finalement, elle a su comment rebondir. Rebondir, voilà. D'accord. Mais toujours est-il que pour pouvoir se poser des questions d'ordre psychologique, il faut quand même que nos conditions de survie biologique soient assurées. Maintenant, nous sommes psychologues avec Ariane Calvo. Donc nous nous sommes intéressés aux possibilités de rebondir dans une situation où on est en immobilité. Voilà, sur le plan psychologique. Et effectivement, on s'est dit, c'est plus possible pour nous, parce que nous, on s'est senti dans un réel sentiment d'impuissance vis-à-vis de nos patients. C'est plus possible pour les gens, et il va falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on participe d'une façon ou d'une autre à élaborer des ressources possibles pour que les gens puissent rebondir. Voilà. Bien, Patrick Soulaille est enfin arrivé. Hola Patrick. Hola tout le monde, bonjour, désolé du retard, j'ai honte. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que vous soyez en retard alors que vous êtes un garçon organisé qui se lève 2 heures avant, qui fait un footing de 15 km le matin à 5 heures dans la rosée? Voilà la tartine. Et organisé, des fois on s'organise pas assez bien, on s'organise pas assez tôt, on se lève pas assez tôt. Voilà pour moi. Bien, formateur en processcom, vous vous imposez comme le profiler incontournable de la décennie, Patrick. On vous attendait. Les recherches en neuropsychologie de ces 20 dernières années ont fait une découverte spectaculaire qui a changé pour toujours. Écrivez-vous la façon de pratiquer la psychologie. C'est ce qu'on appelle la plasticité neuronale. Qu'est-ce que la plasticité neuronale change dans la façon qu'on a de pratiquer la psychologie? Alors déjà, c'est une notion que j'adore quand j'ai fait mes études de psychologie clinique, que j'ai terminé en 1999, faites vos comptes. J'ai découvert donc cette notion de plasticité neuronale, et quand nos professeurs nous ont expliqué que quand une zone du cerveau était lésée, la zone connexe pouvait prendre en charge les fonctions de cette zone en faisant de nouvelles connexions synaptiques, pour moi ça a été merveilleux. Et donc, nous avons par ailleurs des possibilités de faire de nouvelles connexions synaptiques aussi au niveau psychique. C'est-à-dire que nous sommes habitués à emprunter toujours les mêmes chemins par nos conditionnements, faire toujours les mêmes choses, penser toujours les mêmes choses. Voilà, perpétuer nos croyances. Ce qui s'est passé ce matin, c'est de la neuroplasticité. Pour moi, j'ai dû m'adapter à une situation prévue. Et bien, écoutez, en tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé pour vous ce matin, mais en tout cas, toute la difficulté est de pouvoir changer de chemin à un moment donné. Se dire, ok, c'est comme ça que j'ai fait tous les jours, je vais essayer quelque chose de nouveau. Yes. Et si je vous pose la question, ça fait 11 mois qu'on vit en crise sanitaire. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on s'est habitué à cette situation ou pas encore? Et est-ce qu'on a quand même, dans notre cerveau, commencé à construire ces autres chemins que ceux qu'on était et qu'on avait l'habitude d'emprunter il y a un an? J'espère bien qu'on a commencé à construire d'autres chemins après cet état de sidération dont j'ai parlé depuis le mois de mars, qui a été suivi certainement, j'espère, pour nous, de prise de conscience, et notamment de prise de conscience que à quel point l'environnement extérieur peut être agissant sur nous, et comment nous pouvons reprendre notre pouvoir à l'intérieur de nous. Voilà, par exemple, si je suis désespérée de ne pas pouvoir sortir aujourd'hui, est-ce que je vais savoir me faire plaisir, par exemple, cette semaine en cuisinant un porc caramel pour la première fois de ma vie? Oui, c'était un nouveau chemin neuronal pour moi, parce que je ne l'avais jamais fait auparavant. Et c'est-à-dire comment je vais pouvoir mettre à mon service ma créativité. Voilà, créer un nouveau chemin, faire quelque chose de nouveau, et surtout reprendre le pouvoir sur mon territoire intérieur par rapport aux facteurs externes. On a parlé de la sidération qui arrive dans un premier temps, dans un second temps, il y a ce qu'on appelle l'habituation. Est-ce qu'aujourd'hui, on est dans l'habituation ?
Alors c'est ça, moi je pense qu'on est à un moment charnière, donc l'habituation... Ou pas encore, c'est ça. Est-ce que ça y est, on s'est dit ça y est, de toute façon c'est la crise sanitaire, on n'a pas d'autre choix que de vivre avec. Je me demande si on n'est pas dans un tournant par rapport à ça. Mais alors là, moi, je suis pas voyante. Hein, j'ai pas de canon. Non, mais c'est la psychologue que j'interroge. Sur le boulevard Ménilmontant. Mais pour ce qui est de l'habituation, est-ce que j'ai une petite minute pour vous raconter l'expérience que j'adore? Que vous racontez dans votre livre d'ailleurs. Donc voilà, c'est un exercice qu'on peut faire. Vous avez des petits bébés qui tètent leur tétine. Et en fait, c'est pour voir s'ils discriminent les différentes syllabes. Et donc, on va leur donner une première syllabe. Ils vont avoir une petite accélération de têtement de leur tétine. Et puis ensuite, ils vont s'habituer. C'est-à-dire qu'en fait, ça va se réguler. Puis, on va leur donner une nouvelle syllabe. Et hop, petit coup de stress, ils vont accélérer à leur rythme à nouveau, puis à nouveau s'habituer. Donc moi, je pense qu'à chaque nouvelle, à chaque nouveau confinement, à chaque nouvelle, on a une sorte de coup de stress. Et ensuite, on finit par trouver une petite zone de confort. Notre petit souci, c'est que les nouvelles s'enchaînent. Voilà, donc on n'a jamais vraiment tellement le temps de trouver de nouvelles zones de confort. Par rapport à l'habituation de la crise de façon générale, peut-être que les gens vont se tourner plus vers l'intérieur, plus vers leur questionnement personnel que vers ce qui se passe sur le plan économique et politique et social. Ça, c'est la question que je me pose. Voilà. Il y a deux niveaux, hein. D'ailleurs, vous expliquez qu'il y a d'un côté, il y a la crise sanitaire et ensuite, il y a la gestion de la crise sanitaire. Qu'est-ce qui se passe finalement entre les deux ? La gestion, nous, on parle d'un point de vue émotionnel avec Ariane. C'est-à-dire qu'il y a les événements, et qu'est-ce que je fais des événements ? Comment je les vis ? Est-ce que je les vis comme un drame ? Est-ce que je prends du recul avec ? Est-ce que je me laisse complètement emmener dans le trou ? Est-ce que finalement, je me dis que j'ai quand même des possibilités de pouvoir être heureuse avec ce que je vis et peut-être les projets que je vais pouvoir élaborer ? Voilà, c'est la distance que je prends avec l'extérieur, la gestion de mes émotions. Mmh. Patrick. Mais du coup, est-ce que vous, dans cette manière de voir, est-ce que vous questionnez en fait un peu la vision étiologique de la psychologie, même de la manière de penser en France? C'est-à-dire que souvent, on se dit, il nous est arrivé ceci ou cela, ça détermine ce qu'on va faire. Est-ce que c'est ça que vous questionnez quand vous posez cette question ? En quelque sorte, ça nous détermine. Et justement, parce que ça nous détermine, on peut s'en saisir, modifier ce matériel et ouvrir de nouvelles voies. Par exemple, là, on a parlé de ce choc, ce choc du confinement et puis les nouvelles qui s'enchaînent. Et donc, à chaque fois, on est à nouveau choqué. Il faut retrouver notre stabilité. Pour nous, ce qui fait souci, c'est que, et en même temps une opportunité, c'est que ces chocs, en fait, vont venir percuter d'anciens chocs, d'anciens traumatismes qu'on aura pu avoir dans notre vie et sans doute dont on n'a aucun souvenir. Donc c'est là qu'on convoque notre enfant intérieur. Exactement, c'est là qu'on va chercher ce matériel en fait complètement passé dans l'oubli. On parle d'amnésie traumatique, passé dans l'oubli qui, à l'occasion d'un nouveau choc, un peu comme une boule de billard qui va percuter une autre boule de billard, à l'occasion d'un nouveau choc, comme cette crise par exemple, mais comme toutes les crises de façon générale, une rupture, un deuil, là c'est juste que c'est une crise collective. Voilà, donc ça nous touche tous au même endroit. Et donc ce choc va venir percuter un ancien choc qui était resté dans l'oubli. Et c'est pour ça que c'est une opportunité, parce qu'on va pouvoir ouvrir les tiroirs et ouvrir les dossiers. Okay. Donc ouvrir les tiroirs, ouvrir les dossiers, mais comment on fait concrètement lorsqu'on subit ce choc et pour avoir ce recul en fait, parce que là ce que vous dites c'est quand même avoir une espèce de distance entre le choc, entre ce qui est sous-jacent et entre ce que je peux faire. Donc comment nos auditeurs là, comment ils peuvent faire parce qu'en général quand ça arrive c'est je suis énervé, c'est tout ce qui sort. Je suis stressé. C'est ça. Donc on réagit. C'est la réaction émotionnelle brute. Donc dans notre petit guide de survie psychologique en temps de crise sanitaire, on a à la fois parlé des phénomènes que nous avons subis, tous que nous avons traversés. Voilà, le choc, le traumatisme, le fait d'être dans un état de sidération, de figement, d'avoir envie de fuir. Voilà, Ariane parlait de ces espèces d'exil des citadins vers les campagnes. Et c'est là que on a proposé de petits exercices, je dirais, pour justement refaire le point. J'avais une patiente hier qui m'a dit tiens, j'ai commencé à faire une ligne de vie et puis
posé les différentes étapes, les différents événements de mon existence depuis que je suis née, de ce qu'on m'a raconté. Et elle m'a dit, j'ai commencé à prendre conscience, en fait, des clusters d'événements qui ont pu créer des soucis dans mon existence. Et voilà, donc on a proposé des petits exercices pour faire le point sur qu'est-ce qui s'est passé pour moi quand j'ai appris la nouvelle du confinement. Qu'est-ce que j'ai fait comme chemin entre ce moment-là et aujourd'hui? Quelles sont mes valeurs? Voilà, on a fait plein de petits exercices pour prendre du recul. Ça, c'est pour être en autonomie. Et puis après, nous sommes psychologues cliniciennes, donc nous accompagnons des gens à faire ce travail-là. Hein. Et justement, vous parliez de l'enfant intérieur. Notre travail à nous, c'est de nous ajuster et de nous accorder suffisamment à nos patients pour qu'ils puissent se mettre en contact avec cette partie d'eux-mêmes blessés. Là, on parlait un petit peu des choses qu'on devrait apprendre. Mais on devrait nous apprendre comment fonctionne notre immunité, mais on devrait également nous apprendre comment fonctionne, quel est notre fonctionnement psycho-émotionnel. Parce qu'on ne sait pas comment fonctionnent nos émotions, et c'est important de les accueillir, nos émotions. C'est ça. En général, on les refoule parce que liées à nos expériences d'enfance donc difficiles, pour reprendre sur ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, le cerveau qui est très intelligent, pour pouvoir continuer à fonctionner, on va dire cercle une petite partie de lui, l'enroule d'une gangue anesthésiante, et puis on n'en parle plus, on passe à autre chose. Sauf qu'un beau jour, ça se réveille tout ça. Et puis en plus, on est privé d'une partie de soi, on est privé d'une partie de son énergie, et aussi on a beaucoup assimilé la vulnérabilité à la fragilité, et comme si c'était quelque chose de négatif. Donc la plupart des gens sont terrifiés à l'idée d'être au contact de leur peur, de leur tristesse, de leur angoisse, et ça on le comprend aisément. Or, c'est là que résident les pépites de ce que nous sommes vraiment profondément et véritablement. Et ça, c'est ce que nous enseigne la crise sanitaire, c'est que finalement nous sommes vulnérables et qu'il faut accueillir cette vulnérabilité. Mais qu'est-ce que ça veut dire que d'accueillir sa vulnérabilité ? Eh bien, par exemple, quand on sent qu'on est angoissé, qu'on est face au vide, parce qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais ça a été un des grands soucis quand même. Ça, c'était une grande prise de conscience du premier confinement. C'est, je suis chez moi, je n'ai plus les activités que je faisais d'habitude, je ne peux plus aller à la salle de sport, je ne peux plus aller à mon cours de danse, je ne peux plus voir mes amis, et je suis face à moi. Et ça, c'est une des choses les plus difficiles qui soit, parce qu'à ce moment-là, effectivement, on est aux prises avec nos ombres et parfois nos monstres intérieurs. C'est ça qui génère de l'angoisse. Voilà, ce sont l'angoisse qui est normale. Hein. Il faut expliquer, c'est que tout le monde est angoissé. Hein. C'est ça. C'est simplement le reflet d'une part de nous que nous n'avons pas encore accueillie à l'intérieur de nous et intégrée. Et donc, comme on ne se sent pas complètement présent à soi à 100%, il y a un sentiment de division, de dissociation qui crée de l'angoisse. Est-ce que du coup, ce serait, est-ce que je vous écoute attentivement, est-ce que ce serait le fait d'être confronté à la réalité, déjà, donc avec entre nous et nous, et cette vision qu'on nous a vendue, parce que vous parliez de vulnérabilité, de perfection, c'est-à-dire que avoir une routine, faire certaines choses, et là en étant privé de ça, on se retrouve face à une réalité qu'on ne connaissait pas. C'est ce que vous dites ? Absolument. Donc en fait, nous sommes des addicts, nous sommes complètement shootés à notre quotidien organisé, contrôler, maîtriser. Donc c'est ce qu'on nomme les addictions qui nous protègent en fait de nos traumas. Il y a une approche qui s'appelle l'IFS, Internal Family System, qui parle de différentes instances. Donc vous avez les exilés, les traumatismes, et puis vous avez les protecteurs qui sont par exemple nos addictions, le fait aussi d'avoir des problèmes de santé, la somatisation, et puis la dissociation, c'est-à-dire ce qui permet de se couper complètement de nos émotions, ça nous protège de nos traumas. Donc jusqu'ici, on était bien protégés, tout était organisé. Et là, on vous enlève tous vos sparadraps. On comprend que les gens se soient sentis très très mal, en dehors des conditions, je reprends, financières et économiques. Oui, tout à fait. D'accord. Et dans votre livre, vous parlez souvent, à chaque fois, j'ai été interpellé, les titres, c'est l'heure. Il y en a 24 d'ailleurs. Ça fait une journée. Ça va être journée. Oui. Du coup, je me suis posé la question, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de montre ? Parce que je me pose la question. Et deux, comment on sait qu'on est à la bonne heure ? Comment on sait qu'on est à l'heure ?
en fait. Là, c'était comme une sorte de jeu. On voulait parler de la notion de révolution intérieure. Ok. Hein, et de cette espèce de cheminement. D'ailleurs, on a fait un ordre, c'est-à-dire en partant du choc, et on a terminé sur l'heure de la transmission. Mais je pense qu'il y a des heures qui auraient pu être inversées l'une avant l'autre. On l'a fait spontanément comme ça. On voulait essayer de décrire ce qu'on a vécu étape après étape, nous aussi intérieurement, ce que nos patients ont vécu, et en imaginant ce qui collectivement avait pu être traversé. Okay. Hein, c'est-à-dire que comment on part du choc et de la sidération à reprendre les rênes de son existence, faire face à son vide, à ses émotions, les traiter, sans doute plus facilement accompagné par quelqu'un. Donc là, je prêche un peu pour ma paroisse. Plus facilement accompagné par quelqu'un, parce que si on a vécu des traumatismes quand on était petit, ils ont été marqués du sceau, on va dire, de la solitude et de l'isolement. C'est parce qu'on n'a pas reçu le secours et la sollicitude nécessaires à ce moment-là que ça a fait trauma. Si je reprends n'importe quelle agression vécue dans l'enfance, on en parle beaucoup en ce moment, par exemple les agressions sexuelles. Évidemment que c'est terrible de subir une agression sexuelle, mais ce qui est encore plus terrible, c'est l'absence de secours, de sollicitude et le silence sur ce qu'on a vécu. Et c'est ça qui met une sorte de couvercle là-dessus et qui nous empêche d'avancer. Et en plus, qui nous fait croire qu'il n'y aura plus jamais de secours et plus jamais de sollicitude. Donc c'est reprendre les choses à l'endroit, apporter de la sollicitude, apporter du secours et s'apporter de la consolation pour pouvoir sortir de la sidération, se remettre en mouvement, même si on ne peut pas aller à la salle de sport. Et à nouveau se remettre en créativité possible. Voilà, c'était ça l'idée de ce livre. Je voulais vous faire parler du lien entre le contrôle des émotions, enfin le contrôle, puisqu'on a parlé, vous avez commencé à en parler du contrôle qu'on croit installé sur ces émotions, et le système immunitaire, puisque finalement nos émotions finissent toujours par nous rattraper, même celles qu'on croit contrôler. Par exemple, en ce qui concerne le système immunitaire, peut-être que tout le monde le sait, mais quand on a un coup de stress et une décharge d'adrénaline, il va y avoir aussi une sécrétion de cortisol. Et on le sait que le cortisol va avoir un effet sur le système immunitaire et abaisser en fait le fonctionnement du système immunitaire. Et depuis le début de cette crise, je me disais, mais mon Dieu, tous les jours, on stresse les gens, on leur fait peur. Et ça crée forcément des désordres biologiques. Et effectivement, le contrôle des émotions, c'est pour ça qu'on parle de protection, c'est juste là pour faire une sorte de cordon sanitaire pour éviter qu'on s'effondre, tout simplement. Voilà. Donc quand les gens vont au sport régulièrement ou très régulièrement, ou qu'ils ont leurs petites habitudes, ou même qu'ils vont travailler comme des fous, c'est leur façon à eux de contrôler leur stress. Et on ne peut pas retirer le tapis comme ça sous les pieds des gens, violemment, sans penser qu'il va y avoir des conséquences. Alors vous parlez de la culpabilité et de son rôle dans une crise sanitaire. D'abord, la culpabilité, comment s'exprime-t-elle et quel est son rôle ? Alors moi, la culpabilité, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup, au sens où... Parce que nous, on serait coupable de quoi dans ce qui se passe aujourd'hui ? Eh ben, écoutez, je sais pas, tous les jours, je vais rester dans mon précaré, mais on entend quand même qu'on ne respecte pas suffisamment les gestes barrières, qu'on n'a pas été sage, qu'on n'a pas fait comme il fallait, qu'on n'a pas été assez discipliné, qu'on a été au marché le lendemain, le jour des élections, voilà, ça c'était en mars. Et qu'on n'aurait pas dû, parce qu'on était serrés les uns contre les autres. Que ce soit à un niveau collectif, social, politique ou individuel, alors ça n'engage que moi, Isabelle Benassouli. Pour moi, la culpabilité, c'est de la ciguë. Sauf la culpabilité du prédateur ou de l'agresseur, sauf que celui-là, en général, il n'en a pas. Pourquoi ? Parce qu'il va la perfuser chez sa victime. Mais bon, pour les gens lambda, la culpabilité, c'est de la ciguë, c'est quelque chose qui vous ronge. Alors, qu'est-ce que vous appelez la ciguë ? C'est quelque chose qui vous tue. C'est-à-dire que je n'aurais pas dû, j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Il n'y a pas longtemps, il y a une patiente qui m'a dit, elle a 24 ans. Ça fait 24 ans que je me trompe, elle me dit. Alors j'ai dit, ah bon, donc à 6 mois, 1 an, 6 ans, 7 ans, vous vous êtes trompé, vous avez fait les mauvais choix. Vous voyez jusqu'où ça va. Hein. Et de toute façon, quels que soient les choix et les orientations que nous avons pris, nous avons fait comme nous pouvions, avec les connaissances que nous avions à ce moment-là. Voilà, donc on n'a pas de guide, justement, quand on vient au monde. On fait comme on peut, on expérimente la vie. Et donc, de mon point de vue, nous ne sommes coupables de rien. Par contre, nous pouvons prendre nos responsabilités vis-à-vis de nous-mêmes, nous occuper de nos émotions et commencer à créer tranquillement devant notre page blanche. Alors, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pendant cette crise sanitaire ? Vous dites qu'il y a 2 styles de stratégies, les stratégies internes et les stratégies externes. Alors attendez, là vous faites appel à quoi ? Les stratégies internes, est-ce que c'était sur la créativité ?
C'est ça. Par exemple, quand on a décidé avec Ariane d'écrire ce livre, finalement, je pense qu'à titre personnel, c'était une stratégie interne. C'est-à-dire, je me sens découragée, impuissante. Moi, je ne peux pas prendre de décision à niveau collectif. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux partager, je peux accompagner, je peux écrire, je peux essayer d'inspirer. Et ça, c'est une stratégie interne. Pour ce qui est des stratégies externes, là, j'ai un petit trou de quoi on parlait. Patrick est spécialiste des stratégies externes. En termes de prise sur la mais réalité. sur l'impuissance, beaucoup de gens qui nous écoutent se sentent complètement impuissants par rapport à la situation, ce qui se passe. De toute façon, là, on ne peut pas prendre de décision politique. C'est pas nous qui décidons si nous sommes confinés ou pas confinés. Donc, la seule chose qu'on peut décider, c'est comment on va le vivre, comment on va occuper ce temps. Est-ce qu'on va développer de nouveaux savoir-faire ? Je disais en riant tout à l'heure que j'avais fait un porc carabelle. Moi, je ne sais pas cuisiner. Et donc, pendant le premier confinement, je me suis dit, tu ouvres ton livre, tu cuisines et tu te tais. C'est-à-dire que j'ai parlé à mon mental, ce petit boîtier noir là qui toute la journée nous dit tu ne peux pas, tu n'y arriveras pas, tu ne l'as jamais fait. Et je lui ai dit tu te tais, je vais faire quelque chose d'inédit. Donc par exemple, utilisez ce temps pour faire quelque chose d'inédit, j'en sais rien moi, repeindre votre maison, écrire, créer tout ce que vous voulez. Créer des projets. Moi, je me suis dit finalement ce matin, c'est comme si on était tous en maladie longue durée. Donc voilà, si j'étais en maladie longue durée, si on me disait voilà, Madame Benassouli, pendant 2 ans, vous ne pouvez pas avoir d'activité professionnelle, comment j'occuperai ce temps ? Voilà. Sauf que là, vous avez une durée de temps qui vous est indiquée. Donc, vous savez que vous avez 2 années de votre vie à occuper. C'est vrai. Ça change quand même beaucoup les choses, alors que là, l'incertitude, c'est le temps que ça va durer. Parce que les gens ont l'impression qu'on va en sortir, et puis finalement, non, on va pas en sortir tout de suite. Donc, il y a cette inconnue par rapport à la durée. Ouais, vous avez raison, et je me disais ce matin qu'il y avait un chapitre qu'on n'avait pas pensé à écrire avec Ariane, mais bon, on pourra peut-être écrire d'autres choses ensemble. Avec Ariane Calvo, c'est un chapitre sur le détachement. C'est-à-dire que tant que je suis attachée à ce qui va se passer à l'extérieur, tant que je suis à l'écoute, tant que je suis accro, tant que j'ai des attentes et des exigences vis-à-vis de l'extérieur, là vraiment j'ai 1000 chances de me rendre terriblement malheureuse et dépressive. Quand je commence à me détacher, en me disant ok, donc je n'ai pas de prise sur l'extérieur, tout ce que je peux faire, c'est augmenter mon niveau de joie personnelle, à être avec les miens, à faire de nouvelles choses et à faire des projets. On verra bien quand ils vont se mettre en place. Un jour, ça va se mettre en place. Ce travail de détachement-là, Ariane en parle parce qu'elle parle de la méditation et du bienfait du moment présent. Quelque part, c'est parler déjà du détachement. Moi, je pense que travailler sur cette question du détachement par rapport aux facteurs externes, sans être dans le déni, hein, c'est simplement je donne moins de pouvoir à l'extérieur. Ça pourrait être une réponse à l'incertitude parce que sinon, on va tous devenir fous. Donc, il faut trouver des parades. Donc, on fait la stratégie de vous êtes en maladie pendant 2 ans. Je sais pas si ça va être très efficace. Là-dessus, je vous écoute, il y a une réflexion, c'est le fait de parler d'un peu de sécurité. Mais est-ce que en fait aujourd'hui on n'est pas juste, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure, on n'est pas juste lié à ce qui est la réalité en vrai, parce que cette pseudo-sécurité, même avant confinement, est-ce qu'elle existe réellement? Est-ce que c'est pas ce que vous disiez, ce qu'on met en place pour se mettre une routine, pour on crée quelque chose, mais qui selon moi n'existe pas. C'est pour ça que dans la pause, je disais que pour moi la crise ce sont des opportunités, parce qu'au final cela dépend bien sûr comment on le prend, mais c'est une possibilité de reset, parce qu'en vérité là aujourd'hui ce que ça nous montre, c'est que on a, et même nos politiques, personne ne sait rien. Donc est-ce que c'est pas en fait être mis face à ce qu'est la réalité? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que cette sécurité peut apparaître comme une illusion. Par contre, il y a une sécurité qui n'est pas une illusion, c'est la sécurité affective. Celle-là, elle vous quittera jamais. C'est-à-dire que cette notion d'accordage et d'ajustement entre le bébé et sa maman, qui va permettre au bébé de peu à peu construire son contenant, et puis peu à peu avoir une petite idée de qui il est, parce qu'au début il ne sait pas qui il est. Au début il est sa mère, on va dire ça comme ça. Et donc si sa mère est pas vraiment en état de l'accueillir, il va être dans ce vide là. Et donc on a tous vécu ces petits moments de décrochage, tous. Enfin il y en a qui vont avoir eu des mères formidables
formidable, j'en suis sûre, mais voilà, on est beaucoup à avoir eu des espèces de petits trous dans cette maille-là. Et ça, c'est tout à fait possible d'aller tisser à ces endroits-là, de récupérer cette sécurité affective, et celle-là, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige à l'extérieur, qu'il y ait des bombes à Sarajevo, ou je ne sais quoi, celle-là, elle ne vous quittera jamais. Et donc, c'est un travail qui peut permettre d'avoir la main, on va dire, sur son existence et sur sa destinée. C'est un travail intérieur, récupérer une sécurité affective. Et ça, c'est pas une illusion. Mais est-ce que le monde est plus insécure qu'avant, ou avant il était de la même façon, mais finalement on le savait pas? Honnêtement, moi, je le vis comme un dévoilement. C'est-à-dire que cette prise de conscience de ce qui se passe à l'extérieur, je ne l'avais pas à ce point-là. Je pense que j'avais quasiment pas de prise de conscience politique et sociale. Je m'intéressais à ça parce que j'ai été formée par les théories de Wilhelm Reich, et pour qui l'homme est biopsychosocial. Donc, par exemple, on ne peut pas couper quelqu'un de son environnement social ou de son état biologique. C'est vraiment, tout est lié. Mais je pense que c'est un dévoilement. Moi, je suis liée aux années Casimir. J'étais dans mon monde. Tout allait bien. C'était la musique des années 80. Alors, Casimir, pour ceux qui n'étaient pas nés, c'était une bête orange qu'on retrouvait dans une émission pour enfants qui s'appelait L'île aux enfants. Voilà, moi je dansais sur Kool and the Gang et tout allait bien, mais simplement, effectivement, un voile est tombé. Je pense pas que ce soit plus insécure qu'avant, je pense que j'en ai simplement plus conscience. Isabelle, comment se conditionner pour vivre sereinement le nouveau confinement qui s'annonce ? Alors oui, j'espère que je vais pas me répéter. Je pense que maintenant on a compris que tout est changement et impermanence, pour parler comme un moine bouddhiste, et que donc effectivement ce qu'on pensait s'arrêter au 11 mai 2020 ne va pas s'arrêter comme ça. Donc ça, c'est le changement par rapport au premier confinement. Donc à partir du moment où on ne sait rien, on va pouvoir revenir vers ce qu'on connaît un peu mieux, c'est-à-dire soi-même. Qu'est-ce qu'on a envie de vivre en soi comme émotion. Si je reprends la question du deuil, par exemple, bien sûr que c'est terrible de ne plus pouvoir voir physiquement ceux qu'on aime, mais on voit que chacun va gérer différemment, on va dire, les deuils des êtres chers. Il y en a qui vont rester 10 ans, 15 ans, toute une vie coincés. Il y en a qui vont pouvoir avancer avec ça et puis intégrer cet amour qu'ils avaient pour ces personnes-là et continuer leur chemin. Donc tout est question de comment on va traiter notre matériel psychique. Ça, c'est important parce que c'est vraiment notre pouvoir, c'est notre grande puissance sur nous-mêmes. Si moi je décide d'être dans une fréquence de joie au quotidien, je ne dis pas que je ne pourrais pas être un petit peu de temps en temps bousculée par les événements. Par exemple, quand j'ai appris que mon fils allait devoir mettre un masque à la rentrée de la Toussaint, j'ai été perturbée, c'est sûr. Et puis après, je me suis dit, ok, je me reprends. Parce que c'est moi qui vais décider dans quel état d'esprit je vais vivre mon quotidien et mes journées. Et elles sont précieuses, mon temps est précieux, et j'ai pas envie de le consacrer à de la dépression. Donc ça, c'est notre champ à nous de puissance, et on peut se reconditionner autrement, puisqu'on est fait de conditionnement. Depuis qu'on est tout petit, notre histoire transgénérationnelle, nos traumas, on peut aller chercher tout ça, faire le tri, faire l'inventaire, mettre de côté et garder ce qu'on a envie de garder et cultiver ce qu'on a envie de garder. Ça, c'est notre grande liberté et notre grande souveraineté d'être. Donc, à chacun de voir s'il a envie de prendre la responsabilité de faire ça pour lui-même. C'est d'ailleurs un des chapitres que Ariane Calvo a vraiment creusé, c'était le chapitre sur la responsabilité et la difficulté en fait d'être responsable de soi-même à 100%. Et donc de cesser d'incriminer l'extérieur. On n'est pas responsable des autres, on est responsable de soi, c'est la base. Et à ce moment-là, on peut rayonner avec les autres et puis partager avec les autres librement et pleinement. Oui. Ok, d'ailleurs, j'allais vous poser une question parce qu'il y a une citation que j'aime beaucoup. C'est, je sais plus de qui c'est, mais c'est on n'est rien dans l'univers et en même temps, nous ne sommes rien dans l'univers tout en étant merveilleux. Oui. J'ai adoré cette citation. Et du coup, par rapport à ce que vous venez de dire, ok, on s'occupe de soi, mais comment on fait le lien entre s'occuper de soi et continuer à interagir avec les autres? Comment on fait le lien?
Tout à fait. Donc ça, c'est le rayonnement dont je parlais tout à l'heure. Donc je suis pas du tout une spécialiste en physique quantique et c'est vrai que c'est difficile. Vous devriez. Hein, c'est un sujet qui émerge et qui va être très présent dans les 10 années qui viennent. Mais là, on va venir me dire, Isabelle, qu'est-ce que tu as été raconté ? T'as qu'à aller faire des études de physique quantique à l'université. Donc, par contre, ce que j'ai constaté, c'est que si je change, si je suis dans une énergie différente, vraiment comme par magie, ça modifie mes relations avec mon environnement. Les choses s'assouplissent, les choses qu'on n'arrivait pas à se dire vont se dire plus facilement, les cœurs vont s'ouvrir, et donc ça, c'est fondamental. Et en plus, ça peut se faire à des milliers de kilomètres, ça c'est vraiment la magie. Donc il n'y a même pas besoin d'être présent physiquement pour qu'il se passe quelque chose. Vous changez d'énergie, vous changez de fréquence, vous changez votre filtre pour regarder votre réalité. Du coup, vous vous détendez, du coup, vous vous comportez différemment, vous parlez différemment, vous émettez d'autres vibrations. Et c'est ça qui va communiquer avec les autres. Et c'est ça qui va faire qu'on va partager avec les autres. Et on en parle dans notre petit livre avec Ariane Calvo. C'est qu'on a besoin de créer des réseaux. On a besoin de créer même peut-être de nouveaux réseaux. On a besoin d'être ensemble. Nous sommes des êtres de lien. Nous sommes des êtres sociaux. Et on en a besoin fondamentalement. Alors on accueille Amadou au 01 53 48 3000. Le plaisir d'entendre Amadou. Comment allez-vous Amadou ce matin ? Comment allez-vous, Philippe? Bonjour, mes meilleurs bonne année, bonne santé pour tous les membres de BRFM. Merci, moi, je pose la question, vos invités, effectivement, je les remercie de cette émission. Mais moi, je pose la question, on est responsable de soi, on n'est pas responsable. Je comprends, ce qui ne dépend pas de nous, on n'est pas responsable. Mais quand tu as une famille, ce qu'il vient de dire, j'ai bien compris. Mais c'est le désir, il faut renouveler le désir. Pour sortir, il faut accepter ce qui t'arrive intérieurement. Ça, on appelle ça la liberté intérieure. Si on n'est pas libre intérieurement, on n'a pas la paix. Mais les parents, la femme, ça dépend de toi. Des fois même, tu as envie de te défendre, de dire que non, c'est plutôt, c'est plutôt catastrophique parce qu'effectivement, c'est tout à l'intérieur de l'être humain. Tout n'est pas mauvais, nos sentiments, nos émotions, nos désirs. Dieu nous a donné pour comment on l'utilise. Une bonne continuation à vous, merci. Merci Amadou. Alors vous introduisez cette notion qui est fondamentale, celle de l'acceptation de ce qui nous arrive. Tout à fait. Isabelle. On n'en finit pas de lutter contre nous-mêmes, lutter, je l'ai dit tout à l'heure, contre ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, les regrets, les remords. C'est une guerre. En fait, la guerre dont on parlait collectivement et socialement, en vérité, c'est une guerre intérieure qu'on se livre. C'est peut-être même la racine de la haine de soi. Et quand on se met sur ce chemin-là, de l'humilité peut-être, parce que ça a peut-être un rapport avec l'orgueil, j'ai pas fait suffisamment comme je voulais, j'ai pas fait assez bien. Donc quand on se met sur le chemin de l'humilité et quand on accepte que ce qui est et que c'est comme ça que j'ai appris, on peut aussi se mettre sur le chemin de la gratitude pour finalement toutes les expériences, toutes les situations et même les plus difficiles qui nous ont appris. Voilà. C'est pas toujours très audible ça quand on parle de traumatisme. Et pourtant. Alors, il y a un sujet, en tout cas, qui est très, très présent, c'est l'impact du télétravail et l'impact qu'il a sur le moral. Comment est-ce qu'on peut justement aujourd'hui limiter l'impact que le télétravail a depuis 11 mois sur le moral de ceux qui le vivent ou le subissent ? Alors déjà, il y a l'isolement. En effet, il y a plein de gens qui disent que c'est vraiment difficile de ne pas voir leurs collègues, tout simplement. Il y a aussi la charge de travail qui a augmenté. De ce que j'ai entendu de mes patients, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus vraiment d'heures de déjeuner, c'est les heures qui s'allongent. Il y a aussi une tension hiérarchique, c'est-à-dire que au niveau de la hiérarchie, peut-être qu'on va avoir besoin de faire son rôle de manager, donc il va peut-être y avoir un plus grand contrôle vis-à-vis des gens, en se demandant s'ils travaillent pas, alors que les gens... d'un autre côté, se sont complètement submergés. Moi, écoutez, effectivement, les réunions Zoom, si les gens peuvent pas sortir. Mais est-ce que c'est un motif de consultation que vous voyez sur le terrain ? Mais oui, parce que c'est l'isolement. C'est insupportable d'être isolé. C'est-à-dire que, qu'on soit confronté à nous-mêmes, à notre propre vide, à revisiter notre vie, ça, c'est notre travail de psy de l'accompagner. Mais c'est un fait que c'est insupportable d'être isolé. Je veux dire, Robinson Crusoe, là, sur son île, il n'en peut plus. Donc, nous sommes des êtres de lien, je le redis, de connexion et de circulation. Donc ça, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il va falloir trouver des moyens de créer de nouveaux réseaux et en tout cas d'entraide et de soutien psychologique, émotionnel, affectif, amicaux, tout ce qu'on voudra, mais de recréer ou créer encore de nouvelles solidarités, je pense.
Quelles sont les questions que ceux qui nous écoutent ce matin peuvent se poser ? Encore une fois, je le redis, alors on n'a pas d'informations, mais on sent bien que la communication gouvernementale nous invite à penser qu'il va y avoir un nouveau confinement. Quelles sont les questions qu'on peut se poser avant ce nouveau confinement ? Moi, je me demande bien comment les gens vont l'aborder, c'est-à-dire comment ils vont être compliants ou pas. Et ça revient de se dire que finalement, on commence à sentir une résistance chez les gens. C'est-à-dire que si on s'autorise et que la question d'acceptation devient prégnante aujourd'hui. Oui, parce que moi tout à l'heure je parlais d'acceptation, de soi, acceptation émotionnelle, acceptation de son parcours. Maintenant, si je suis par exemple dans une relation avec quelqu'un qui est maltraitant, jusqu'où va l'acceptation, jusqu'où je vais continuer à me maltraiter à travers l'autre, ou jusqu'où je vais récupérer ma souveraineté et me dire maintenant ça suffit. Alors ça sera peut-être pas forcément d'enlever mon masque et de sortir quand on m'aura dit de pas le faire, mais par exemple dans ma tête j'ai le droit de continuer à penser, j'ai le droit de continuer à penser ce que je veux quand même de cette situation, j'ai le droit de pouvoir me situer, ça c'est déjà une forme de souveraineté, voilà, je suis pas obligée d'aller sur les barricades, mais je peux continuer quand même à organiser ma pensée et à me situer par rapport à ce qui se passe socialement et politiquement parlant. Est-ce que du coup c'est pas une nouvelle opportunité de changer un peu les relations qu'on avait avant confinement, c'est-à-dire par exemple avec les autorités, qui était une relation un peu verticale, c'est-à-dire qu'ils nous disaient quelque chose et puis nous on disait ok, et que là en fait c'est en train de se rééquilibrer vers des relations horizontales. Ok, vous nous dites ça, mais pourquoi ? Comment ? Expliquez-vous. On a besoin de comprendre. Parce que, à la base, je rappelle, parce que moi, ça m'a bien saoulé, je rappelle que ça devait durer 2 semaines, cette histoire. On devait être confiné 2 semaines. Et donc, du coup, au début, on comprend pas. Mais du coup, moi ce que je me dis là, c'est que c'est encore une opportunité de quelque chose qu'on avait peut-être perdu. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on a fait le parallèle avec l'enfance et les conditionnements familiaux. Bien, la question est entière, Patrick. En tout cas, je vous propose de lire le petit guide de survie psychologique en temps de crise sanitaire. C'est chez First Édition. Merci Isabelle Benassouli d'avoir été avec nous. Patrick, on vous retrouve ce soir sur le live. Comment on fait pour rejoindre le live ? Vous allez sur Instagram et vous accédez au live en appuyant sur ma petite tête. Voilà. D'accord. Et votre petite tête, on la trouve comment ? Patrick Soulay sur Instagram, tout simplement SULAY. Voilà, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net, vous regardez la captation de cette émission qui a été filmée sur la chaîne YouTube de Beurre FM, et je vous souhaite de passer une très belle journée santé sur Beurre FM.